Joe Biden entame son mandat présidentiel dans une situation qui est assez catastrophique sur le plan sanitaire. C'est peut-être un petit peu moins le cas sur le plan économique, même si, encore une fois, c'est pas non plus la situation économique qui prévalait il y a un an aux États-Unis. Sur le plan sanitaire, on est face à une épidémie, et Joe Biden l'a bien compris, il a dit qu'il faut reprendre le contrôle de cette épidémie. On est face à une épidémie qui est hors de contrôle aux États-Unis. Mais hors de contrôle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors que les États-Unis sont touchés fortement par cette épidémie depuis le mois de mars, la situation ne cesse de s'empirer. La troisième vague est là aux États-Unis, et cette troisième vague, ça signifie que depuis le mois de novembre, depuis 2 mois, depuis la mi-novembre, le nombre de cas de contamination au Covid a augmenté de 30% aux États-Unis. Alors on peut se dire, parce qu'on teste plus, donc forcément ça augmente et on détecte plus de cas, mais le nombre de décès a aussi augmenté de 25%. Donc on s'aperçoit un quart de décès en plus en 2 mois, alors que ce pays est touché par la pandémie, est touchée de manière dramatique depuis presque 10 mois. Ça prouve, en tout cas ça tente à démontrer combien cette épidémie est très loin d'être sous contrôle. Jamais le nombre de cas n'a véritablement, significativement diminué aux États-Unis. Donc ça, c'est vraiment la situation. Et c'est une situation dramatique parce qu'aujourd'hui, les États-Unis affichent 20% des décès du Covid dans le monde, alors que la population américaine ne représente que 4% de la population mondiale. C'est une situation qui est tout aussi dramatique quand on voit ce qui s'est passé en Chine et le fait que le rival systémique des États-Unis a jugulé très rapidement cette épidémie et est aujourd'hui passé à autre chose, avec un taux de croissance qui vient d'être annoncé pour la Chine qui est de plus de 4%, alors que le PIB américain devrait reculer de 2,6%. Et de fait, le rattrapage chinois, qui est un petit peu la crainte absolue des États-Unis et qui va être l'un des enjeux clé du mandat de Joe Biden, eh bien ce rattrapage est en train de s'accélérer. Alors d'un point de vue économique, la situation n'est pas si mauvaise vu le contexte. Le PIB des États-Unis devrait afficher une diminution de 2,6% en 2020. On a pensé longtemps que ce serait plus autour de 4%, donc on limite la casse. Le chômage est un petit peu en dessous de 7%, donc les gens sont, ces derniers mois, ces dernières semaines, les Américains sont retournés au travail, l'économie a véritablement repris, et à chaque fois effectivement qu'on a l'impression que la pandémie ralentit, la croissance repart de plus belle et la consommation redémarre de plus belle. Donc ce qu'anticipent les économistes, c'est que une fois que la pandémie sera sous contrôle, on va véritablement avoir une économie qui va redémarrer très rapidement. La question somme toute qu'on peut se poser par rapport à ces prévisions, elle est double. La première question, c'est est-ce que cette économie a moins souffert que d'autres économies dans le monde parce qu'on n'a rien fait contre la Covid et de fait, on a moins pénalisé l'économie puisqu'on a moins agi? Ça, c'est la première question. Et la question qui est directement liée à cette première question, c'est quels seront in fine, une fois que la pandémie sera jugulée, très probablement à l'été, voire à l'automne 2021 dans le cas des États-Unis, quelle sera la réalité de la situation économique qui en ressort? C'est un besoin dans l'urgence et c'est véritablement un plan d'urgence. Ce qui est très intéressant, c'est de regarder ce qui avait été fait par Donald Trump. Donald Trump avait, au mois de mars, fait passer un plan de relance, il avait fait adopter en 15 jours, qui était déjà de 2300 milliards de dollars. Ça faisait 12% du PIB américain. Et donc, si on somme les deux plans de relance, donc 2300 milliards de dollars plus 1900, on est à quasiment 25% du PIB des États-Unis en plan d'urgence. Plan d'urgence, ça veut dire c'est le plan qui permet aux gens de survivre malgré la pandémie, quand ils ont perdu leur emploi, pour se soigner s'ils sont malades, etc., etc. Donc on n'est pas du tout encore dans un plan de relance. L'objectif, c'est de soutenir la consommation, de permettre aux gens de survivre et de soutenir la consommation, d'éviter le pire pour cette économie. Donc ça, c'est un premier élément. Viendra ensuite le plan de relance qui est annoncé par Joe Biden comme un plan d'investissement massif dans un certain nombre d'infrastructures, mais aussi d'activités productives pour relocaliser de l'activité. Ça, c'est un autre sujet. Le plan d'urgence est-il suffisant ?
Très certainement, il ne le saura pas, mais encore une fois, il y aura derrière un autre plan, mais il est massif. Ça, c'est certain que l'argent qui a été dépensé aux États-Unis pour soutenir la consommation et permettre aux gens de survivre malgré la pandémie sont deux plans majeurs, et on est vraiment dans une logique de redistribuer avec la prise de conscience dans le vocabulaire qui est employé pour présenter ce plan par Joe Biden lui-même ou par ses équipes, la prise de conscience que ce sont des populations déjà largement défavorisées aux États-Unis qui ont le plus besoin qu'on les soutienne et qu'on les aide. Donc il y a de l'argent qui est distribué aux ménages les plus fragiles aux États-Unis, et ça c'est un bon point parce qu'on le voit, hein, et on l'a vu ces dernières semaines, on est dans ce pays quand même à deux doigts d'une quasi-guerre civile. On est dans un pays extrêmement divisé, avec beaucoup de violence, beaucoup de colère, et donc il est véritablement très très important d'aider les populations les plus fragilisées par cette pandémie et par la situation économique pour éviter que tout cela n'explose et ne s'empire encore. C'est toute la question, cette politique économique de Joe Biden. On sait qu'il a une fraction non négligeable au sein du Parti démocrate qui réclame un virage à gauche. On sait aussi que l'autre partie du Parti démocrate est plutôt centriste et plutôt très prudente. Aux États-Unis, être socialiste, c'est quasiment une insulte en fait, hein. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement sensible, et donc autant ça joue moins, ça porte moins sur les jeunes générations qui n'ont pas connu la guerre froide, autant c'est quelque chose qui est extrêmement vivace encore dans l'inconscient collectif des plus de 45 ans. Donc c'est difficile de mener une politique socialiste, et à la fois on sent bien que cette économie, après 30 ans d'ultralibéralisme, a véritablement besoin d'une politique de redistribution. Donc toute la question va être de savoir de quelle marge de manœuvre va disposer Joe Biden. Aujourd'hui, il a la majorité aux deux chambres, donc ça c'est très courte, mais il a la majorité aux deux chambres, donc ça c'est une bonne nouvelle pour mener sa politique. Au sein du Parti démocrate, il a plutôt donné la priorité à des gens d'expérience dans son parti, des gens qui ont déjà été aux manettes, qui ont déjà dirigé soit des agences gouvernementales, soit qui ont été au sein des ministères, et donc ça veut dire plutôt la voie libérale du Parti démocrate, c'est-à-dire la voie plutôt centriste. Néanmoins, il a Janet Yellen qui est au Trésor, Janet Yellen qui est une économiste keynésienne, donc une fervente défenseur de la redistribution, qui est aussi quelqu'un qui a une crédibilité pour mettre en place une politique redistributive puisqu'elle a été à la tête de la Réserve fédérale. On a également un Bernie Sanders qui est chargé au Congrès de surveiller les finances, et donc qui va pousser à ce que quand on dépense de l'argent, on le dépense à bon escient et on le dépense pour aider les classes les plus défavorisées. Il a toute une équipe qui peut l'accompagner dans ses projets. Reste à savoir s'il arrivera au bout. On se souvient que quand Barack Obama est arrivé au pouvoir, il avait un grand projet pour réformer, restructurer, réguler la finance à Wall Street, et il a été largement empêché par les lobbies qui restent encore très forts. Donc c'est vraiment la question, et le défi majeur, très probablement pour cette économie, c'est lutter contre les inégalités, parce que ce sont en grande partie ces inégalités qui ont déclenché toutes les violences et les mouvements sociaux qu'on a pu observer ces derniers mois, et on s'aperçoit qu'en plus, face à une pandémie, ces inégalités pèsent très 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 lourdement sur les classes les plus fragiles et les plus défavorisées. Alors l'autre élément clé de son programme économique, c'est la lutte contre le changement climatique. Il a annoncé que l'une des premières mesures qu'il prendrait quand il arrivait au pouvoir, c'était de rejoindre à nouveau l'accord de Paris. C'est une bonne nouvelle, et c'est vrai que dans son plan d'investissement, le fil conducteur, a-t-il dit, et l'essentiel des investissements seront faits avec en tête cette volonté de lutter contre le changement climatique. Donc on peut imaginer que s'il y parvient, on peut avoir là un véritable effet de levier qui, couplé aux efforts qui sont annoncés par les Européens, mais qui sont également faits et annoncés récemment par les Chinois, on peut rêver, on peut se prendre à rêver que le monde d'après n'est peut-être pas si loin. Reste à voir ce qui va se passer dans le monde d'aujourd'hui, dans les mois qui viennent.